Donc, mes chers collègues, donc il y a autre forme clinique de psoriasis pustuleux généralisée. Il y a le pseudo-pustuleux annulaire de Bloch-Lapierre, le pseudo-pustuleux exanthématique, le pseudo-pustuleux généralisé de millions. Et là, j'insiste un point important sur le pseudo-pustuleux exanthématique, c'est le rôle, bien sûr, des infections virales, c'est le rôle aussi des antibiotiques. Et ça, c'est important. Il y a un tableau atteint de l'essai général et tout le revêtement cutané est passionné de pustules amicrobiennes. Alors, et puis un autre aspect, une gravité du psoriasis, c'est l'érythrodermie psoriasique. C'est-à-dire l'érythème, la rougeur généralisée avec des squames. Donc, il y a la forme sèche, c'est-à-dire des lésions non infiltrées, les squames sont sèches, peu adhérentes. On peut avoir des démangeaisons, parfois oui, parfois non. Le pronostic est bon et l'état général le plus souvent est conservé. Par contre, il y a une autre forme, ce qu'on appelle la forme humide et édémateuse. À ce moment, c'est une forme plus sévère, l'œdème infiltre les lésions, le prurite est intense, avec atteinte de l'état général et avec une défaillance viscérale fréquente. Et puis, encore une fois, le psoriasis, il peut être grave avec atteinte articulaire, le psoriasis arthropathique. Alors là, le psoriasis arthropathique, on a d'abord le rhumatisme psoriasique périphérique avec douleur au niveau des articulations, qu'on appelle arthralgie. On peut avoir une monoarthrite, c'est-à-dire une seule articulation qui est atteinte, ou là où on peut avoir plusieurs articulations, c'est-à-dire une polyarthrite psoriasique, c'est la forme la plus fréquente. Ça ressemble à la PR, ça ressemble à la polyarthrite rhumatoïde, avec l'asymétrie, la non-stimulation, atteinte des IPD, association de la sacroïlite, absence de nodules sous-cutanés et facteur rhumatoïde. Ça, c'est les différents points importants. Ensuite, il y en a le rhumatisme psoriasique axial. Donc, on a périphérique, on a aussi axial. Donc, ça c'est le tableau clinique, ça ressemble à la SPA, la spondylarthrite ankylosante, avec atteinte cervicale, avec des selles d'osmophile atypiques et de la faible évolutivité. Regardez différentes atteintes radiologiques, regardez comment si vous voulez, les orteils qui sont déformés par le psoriasis. Regardez cet aspect, déformation, et le malade est très gêné. Suivante. Et puis, donc, les formes graves, psoriasis pustuleux, généralisé de bouche, psoriasis grave arthropathique, et j'ai dit au début de la première séance que le psoriasis peut s'ouvrir à tout âge, le nourrisson, le sujet âgé, et on a le nourrisson. Il n'est pas épargné, ce qu'on appelle le psoriasis des langes ou la napkine psoriasique. C'est l'âge, quelques semaines ou mois, aspect de dermite de siège, et diagnostic difficile parce que pour identifier la maladie. Parce que évidemment, vous avez un bébé de quelques mois, et position de lange, est-ce que ce n'est pas une mycose, est-ce que ce n'est pas un eczéma, est-ce que ce n'est pas un psoriasis? Alors, et donc, si on fait le diagnostic différentiel, là je vais parler rapidement, diagnostic différentiel, il y a le spécialiste Roger de Gibert. Dans le langage dermatologique, cette affection qui est virale, qui est liée spontanément, et ça commence par une grande plaque initiale qu'on appelle la plaque initiale de Brock. Et puis il y a le deuxième diagnostic, la dermite séborrhéique. Ça se localise des lésions érythémateuses squameuses sur les régions séborrhéiques du visage, par exemple au niveau du sillon nasogénien ou là au niveau de la région sternale. Il y a aussi le psoriasis rubipapillaire merna. Regardez l'aspect jaune orangé, par exemple des plantes. Il y a aussi la syphilis secondaire psoriasiforme. La syphilis, la sigma, on l'appelle la sigma, c'est une maladie vénérienne. C'est très important. Il faut faire le diagnostic parce que la syphilis, elle peut simuler plusieurs maladies. Entre autres, elle peut simuler un psoriasis. Et puis, il y a le parapsoriasis en goutte, c'est bien sûr tout à fait à part, où il y a aussi les toxidermies psoriasiformes, c'est-à-dire les médicaments inducteurs qui peuvent donner des toxidermies.
Et puis, toujours dans le diagnostic différentiel, j'ai dit qu'on peut avoir le psoriasis des plis intertrigaux, inflammation des plis. Là, le diagnostic, c'est difficile, il se pose essentiellement avec une mycose. Et on fera par la suite, Inch'Allah, différentes conférences sur les mycoses. Et puis, il y a l'érythrodermie, c'est-à-dire psoriasique, c'est-à-dire l'érythème généralisé. Là, on peut penser à un médicament, toxidermie, les réactions cutanées aux médicaments. On peut une hématodermie, maintenant le syndrome de Césari. Autre dermatose, une maladie infectieuse. Alors, autre dermatose, il y a des médicaments inducteurs, maladie infectieuse. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, dans le rhumatisme psoriasique, le principal diagnostic différentiel avec la PS, c'est la polyarthrite rhumatoïde et la spoléradite ankylosante. Et enfin, le psoriasis pustuleux généralisé se pense avec l'impisigo herpetiforme de Bracapousi, avec la pustulose exanthématique aiguë généralisée, avec le syndrome de Lyell, c'est-à-dire malade ébouillanté, et puis il y a une autre maladie, ce qu'on appelle la pustulose sous-cornée de Sneddon-Wilkinson. Et puis avec un eczéma surinfecté, avec le syndrome de Fischer de Rohrwaiter. Mais ça, c'est les différents diagnostics. Alors, si vous voulez, si on fait l'histologie, et en pratique, mes chers collègues, mesdames, messieurs, en pratique courante, on ne fait pas une biopsie pour un psoriasis typique, parce qu'il faut uniquement rechercher les signes, si vous voulez, le grattage méthodique de Brock avec une curette en GADCAM, l'esquam, et à la fin, on a piqueté hémorragique, la rosée sanglante du split, et le problème est réglé. Mais si on fait l'histologie quand même, pour être académique, dans la microscopie optique, on a une hyperkératose, autoperkératosique, sous la couche cornée, des amas de polynucléaires neutrophiles, avec le mot-clé, c'est le micro-abcès de Monro-Saburo. La couche granuleuse, elle est diminuée ou absente, et le corps du muqueux palgué est épicé entre les papilles avec des crêtes hypermétriques très allongées qu'on appelle l'hyperacontance, souvent élargie en battant de cloche à la partie inférieure. Et au-dessus des papilles dermiques, le corps muqueux est aminci. Et si on fait la ME, c'est-à-dire la microscopie électronique, les cellules épidermiques ont une grande activité métabolique. Et le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les mitochondries et les ribosomes sont très développés. Donc, si on fait la cinétique cellulaire, augmentation considérable, 9 à 12 fois du nombre des mitoses dans les lésions. Ça, c'est le plus... Donc, c'est au niveau de l'épiderme. Au niveau du derme, on a une papillose, un infiltrant inflammatoire. Les papilles dermiques sont augmentées en hauteur allongée en masse indomateuse et contiennent dans leur portion supérieure des capillaires dilatés et oneux. Et puis, infiltrant formé de lymphocytes TCD4 dans les lésions évolutives, remplacés par les lymphocytes TCD8 lors de la régression des lésions. La membrane basale, la dernière couche, et microdermique, on va avoir une membrane basale qui est épaissie, dédoublée, solution de continuité permettant l'augmentation des échanges entre l'épiderme et le derme et le passage des cellules de l'infiltrat. Les boucles capillaires très développées dans les papilles avec de nombreuses fenestrations permettant alors encore le passage d'éléments sanguins. Voilà, donc si vous voulez, en pratique, on ne fait pas, mais si on fait l'histologie, au niveau de la couche cornéenne, rechercher les abcès microbiens de Monro et Saburo. Alors, l'éthiopathologie, vous savez que l'éthiopathologie, elle n'est pas bien connue, mais il y a quand même des facteurs qui participent. Maintenant, parmi ces facteurs, il y a le rôle de l'hérédité, des familles qui sont atteintes, il y a des infections microbiennes qui peuvent déclencher, et puis il y a le facteur psychologique. Et tous ces facteurs que vous voyez qui peuvent entrer en jeu, maintenant le gène, fibroblast, polycnuaire et protéase, le neuromédiateur, les cellules de langage, les cellules lymphocytes, avec bien sûr le kératinocyte. Et si on va étudier des gènes antigènes, super-antigènes, on a un dysfonctionnement des lymphocytes, anomalie des kératinocytes, et on a une épidermoèse anormale. Voilà, en gros, si vous voulez, plusieurs facteurs.
Bien, donc si vous voulez, donc on est passé en revue aussi bien dans la première séance que la deuxième séance avec les lésions caractéristiques du psoriasis, avec les lésions érythémateuses squameuses bien limitées. On a parlé le grattage méthodique de Brock pour chercher la rosée sanglante d'Auschwitz. On a parlé différentes localisations. On a parlé de l'histologie, mais insisté sur au niveau de la couche basale, de la couche la première couche de l'épiderme, on a au niveau de micro-absceaux de Munro-Savoureux. Et il y a plus de diagnostic différentiel. Il peut se poser avec des toxidermies, avec les eczémas, avec une maladie infectieuse, notamment dans le psoriasis pustuleux tube-bouche et les facteurs étiobodiniques. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Ce que je vous demande, donc, faites attention, n'utilisez pas la corticothérapie par voie générale, faites attention aux bêta-bloquants et ça peut induire le psoriasis. Voilà, donc si vous voulez, on arrive au terme de cette deuxième séance et la prochaine fois, Inch'Allah, on entamera la thérapeutique et en détail pour que vous puissiez prendre en charge cette affection SODOF, le psoriasis, qui est une affection de plus en plus fréquente. Et je vous remercie.